Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint de True TV et Watt FM, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons du décryptage des réactions sur les propos du président français. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir, Serge Kaboré, et puis c'était un plaisir de vous retrouver. Merci également. Avant nos échanges, nous allons aller sur les propos justement du président Emmanuel Macron qui estimait que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à Paris pour son intervention au Sahel. Eh bien, ces propos qui ont suscité de vives réactions. Le Sénégal et le Tchad ont exprimé leur indignation vis-à-vis de ces propos. On suit ce reportage qui est signé Serge Bassolé. Il aura fallu peu de temps pour que les propos du président français Emmanuel Macron défrayent la chronique. Des propos tenus à l'égard de certains pays africains. Ces propos sont issus du discours prononcé le 6 janvier par Emmanuel Macron à l'occasion de la 30e conférence des ambassadeurs et ambassadrices. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. À la suite de cette déclaration du président français, le Tchad est tout de suite monté au créneau le même jour à travers un communiqué de son chef de la diplomatie. Le pays a déploré l'attitude jugée méprisante du président français Emmanuel Macron qui a estimé que des dirigeants africains ont omis de traduire leur gratitude à la France pour leur lutte contre le terrorisme au Sahel. Également dans ce communiqué, le Tchad rappelle l'inexistence d'un problème entre la France et estime toutefois que les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales, un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. Après le communiqué de la diplomatie tchadienne, c'est au tour du chef de l'État lui-même de réagir. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Toujours dans la liste des réactions suite au discours du président français, celle de Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, par ailleurs président du PASTEF. Ce dernier, par le biais d'une publication sur son compte Facebook, dément les propos de Emmanuel Macron, faisant croire que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Ousmane Sonko, pour sa part, a déclaré que dans le cas du Sénégal, cette affirmation était totalement erronée. La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est en fait le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Pour le moment, les propos tenus par Emmanuel Macron ont été refutés par le président tchadien, son ministre de la diplomatie et le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Qui sera le prochain pays africain ou le prochain homme politique africain à sortir du silence pour allonger la liste des réactions? Quand on sait que le président ivoirien a aussi annoncé la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine Bima à l'armée ivoirienne.
Retour sur le plateau du Déj Info pour des échanges avec Geoffroy Vara, le directeur général adjoint de Twi TV et Watt FM. Geoffroy Vara, déjà on a suivi ce reportage qui nous a été proposé par Serge Bassolé. Quel est votre décryptage par rapport à ces propos du président français qui reconnaît la pertinence de l'intervention au Sahel en 2013, mais qui en veut à certains chefs d'État qui n'ont pas été reconnaissants, qui ont oublié de dire merci? Je crois que Macron, dans ses sorties, nous a habitués souvent à ce type de catastrophe-là, qui, au regard des réactions qu'il y a après et du sentiment que ça crée, ne peut être que qualifié autrement que comme une sortie catastrophe. Et quand on regarde, c'est comme on dit en Afrique, vous comportez un crabe, on vous marche avec beaucoup de bruit. Et vous avez vu les réactions qu'il y a eu, notamment au niveau du Tchad et au niveau du Sénégal. Ça a été presque dans la même proportion, en enlevant tout le discours diplomatique qu'il faudrait dans le genre de rapport qu'il y a à un certain niveau d'échange. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc c'est encore une sortie désastreuse du président Macron qui dénote aussi de la façon dont il se trompe lourdement sur sa politique étrangère, sa politique extérieure concernant justement le continent africain. Et on a l'impression qu'il n'y a pas un récalibrage et il n'y a pas une prise en compte de l'évolution d'un certain nombre d'éléments, notamment dans les pays avec lesquels ils ont eu des relations très fortes. On retrouve un président français qui reprend pour 2013 pour dire que l'intervention était nécessaire. Un peu avant, on avait aussi l'intervention de l'OTAN en Libye. Est-ce à dire que tout a été rose pour la France en termes d'intervention dans le Sahel? Il y a une réalité parce qu'il faut, dans l'analyse, être cessé sur les faits. Pour ce qui est de ce qui est évoqué, je pense qu'il fait peut-être en grosse allusion peut-être au Mali, parce que lorsqu'il dit que certains pays ne pourraient plus continuer d'exister s'il n'y avait pas l'intervention malienne, l'intervention de la France, peut-être l'un des cas patents pour ce qui est de ces pays qui sont un peu en bande rupture avec la France, c'est le cas malien qui rappelle peut-être celui de l'intervention de 2013 avec Serval. C'est une vérité. Il y avait une horde, comme on sait, de terroristes qui tentaient de descendre sur la capitale et ils étaient vraiment dans la comparaison de l'épreuve de force. Ils avaient le dessus. Il y a eu l'intervention de ces forces françaises-là qui a permis de les repousser. Ça, c'est historique et c'est sur la demande de Traoré, le président d'alors, une juste lettre. Et après, on a mis la forme juridique pour cela, pour qu'il y ait Barkhane et l'élargissement avec d'autres forces européennes et autres qui viennent. Ça, c'est une vérité. Mais la France l'a fait en 2013-2014. Qu'est-ce que les Maliens n'ont pas fait? Le premier soldat français tué, beaucoup ont donné son prénom à leurs enfants. Et même le président du temps, beaucoup ont donné son nom à leurs enfants. Donc je vais dire que je ne sais pas de quel type de merci il parle. Et puis encore que, quand on veut parler du remerciement, dans les relations entre la France et puis toutes ces anciennes colonies-là, je ne sais pas s'il faut être sélectif, partiel et partial dans le rapport pour nous rappeler qu'un moment et de dire que ce peuple-là ne nous reconnaît pas ce que nous lui avons fait. Mais derrière, je pense qu'il y a aussi la réponse, par exemple, entre autres du Premier ministre sénégalais. On va vous dire merci peut-être pour 2013, mais faudrait-il vous dire merci aussi pour avoir déstabilisé la Libye et permis que tous ces gens-là descendent, parce que c'était, quoi qu'on dise, le contre-coup de cette option prise sous Sarkozy, et tout le monde avait dit faisons attention. La plupart des chefs d'État africains avaient tenté de faire entendre raison, mais non. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'être démêlé par la justice française, parce que quand on regarde derrière, il y a beaucoup de dessous, parce qu'on sait clairement que l'ancien guide libyen a été un fort soutien pour Sarkozy dans ses campagnes. Donc il y a d'autres, c'est-à-dire qu'à vouloir tirer une ficelle, le président fait attention parce qu'il est très sélectif, parce que si on veut aller plus loin, je ne sais pas si dans le jeu des merci, qui devra à qui. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui sont rappelés d'ailleurs. Quand on regarde également ces propos du président français, il réfute l'idée selon laquelle les forces françaises ont été contraintes de quitter le pays, et il le dit tout clairement, comme on est très poli, on a laissé au chef d'État la primauté de l'annonce. Bon, là, je crois que
pour certains pays qui n'ont pas répondu, est-ce qu'il y a une réponse à donner? Je prends le cas par exemple des pays de l'AES. Quand vous regardez, nous tous on a vu, c'est tellement récent. On se rappelle de Florence Pargny qui disait devant l'Assemblée nationale française, c'était en janvier 2022, et qu'ils ne vont pas quitter le Sahel. C'est ce qu'ils avaient dit au moment où ça commençait à être chaud et on leur demandait aussi de partir. Ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter, mais est-ce qu'ils ne sont pas partis? Ils sont partis, et quand ils sont partis du Mali, tout le monde sait comment ça s'est passé. Ça n'a pas été, comment dire cela, de plein gré et que les soldats français sont partis. Et encore comment? Il y avait une population qui était tellement remontée que pour qu'on puisse avoir des convois et tout, ça avait été très difficile. Et encore que pour les parties, par exemple, de territoire qui étaient sous contrôle, disons, terroriste et tout, où il y avait un genre d'interposition qui se faisait, ils disaient que quand on quitterait, ça allait être sombre pour vous. Ils sont partis même sans crier gare, risquant de donner certaines positions stratégiques à ces terroristes-là. Mais c'était sans compter sur la vigilance des forces armées maliennes pour très vite reprendre ces points stratégiques-là et continuer. C'est ça la réalité aussi, c'est une histoire assez récente. Donc on ne peut pas la tronquer et la raconter autrement. Pour ce qui est de Ouagadougou, ça encore, on sait comment ça s'est passé. C'est une injonction, ce sont des délais qui ont été donnés et les délais, ils ont été sommés de les tenir. Il n'y a pas plus, comment dire cela, il n'y a pas plus vrai que ça. Mais peut-être parlerait-il... Au Niger aussi, c'est pareil. Mais non, peut-être comme c'est une sortie qui date d'il y a quelques jours, peut-être parlerait-il de ceux qui ont annoncé récemment le départ des forces françaises. Donc quand on regarde, dans certaines dimensions, il y a le Sénégal, il y a le Tchad, il y a la Côte d'Ivoire, parce que dans l'annonce du discours de fin d'année, il y avait la rétrocession du 43e BIMA qui avait été abordé par Alassane Ouattara. Donc peut-être c'est de ça qu'il parle. Mais dans ce cas de figure, je pense qu'il y a la réponse à son, on va dire, à ce qu'il a mis sur la table qui est sorti. Et on l'a vu tout à l'heure dans cet élément, c'est venu de façon très cash. Concernant par exemple la partie sénégalaise, elle dit il n'y a jamais eu de discussion. Et c'est le Premier ministre qui le dit. Pourquoi c'est lui qui monte d'abord au créneau? Rappelons que pendant la période de campagne, c'était des éléments de discussion sur lesquels le PASTEF s'est appesanti. Et ceux-là, ils n'ont pas été du dos de la cuillère. Ils ont été très clairs quand ils viendront. Ils ne pourront pas tolérer des bottes étrangères sur leur sol. Et ça, ce n'est même pas avec Diomaye Faye à la présidence que cela vient sur une table. Non, c'est des éléments qu'ils ont promis à leur peuple quand ils viendraient. Donc d'où est-ce que ça sort que ça devient un élément concerté? Et alors que, quand vous regardez, il n'y a pas que l'élément de la sortie du Premier ministre, il y a aussi le président sénégalais lui-même qui dit qu'il a donné instruction pour que 2025, toute botte étrangère parte. Parce que pour lui, il faut une nouvelle doctrine pour ce qui est de la défense de son pays. Donc, c'est l'émanation d'une volonté qui est celle affirmée par un peuple qui les a choisis sur la base d'éléments qu'ils ont proposés. Donc aujourd'hui, c'est un peu facile que de venir dire, bon, c'est des départs négociés, hein. On leur a juste laissé un gentleman agreement et le temps de partir dire ça à leur population. C'est grave. C'est comme dire, parce qu'il a dit on bouge parce qu'on a décidé de bouger. C'est comme pour dire que pour ceux qui viennent de faire les annonces, ça n'est que paille de feu. Ne pensez pas qu'on bande les muscles. Derrière, c'est de gros arrangements. La France, toute forte, belle qu'elle est, et toujours dans son bon vouloir, décide de vous accorder une partie de souveraineté sur cela. Parce que la question de défense, c'est une question de souveraineté. Ailleurs, qui accepterait des bottes étrangères sur son sol? Personne. C'est vrai que nous sommes des anciennes colonies françaises et tout, mais nous sommes indépendants. Donc, dire aujourd'hui que, de faire croire, ou faire comprendre que les dernières annonces sont de l'ordre de la concertation et que c'est parce que j'ai décidé que j'allais me réorganiser ainsi que cela advient, c'est un peu jeter en pâture ces chefs d'État qui en ont fait les annonces. Et c'est pour ça, pour eux, c'était très important d'apporter ces vérités-là. Et ce sont des vérités d'autant plus que le président français lui-même se fait contredire quand on écoute un peu certaines interventions un peu avant par celui qui est son représentant Afrique sur les questions militaires, il s'appelle
évoqué ou quoi, son nom va me revenir. Sur la question sénégalaise, il avait été clair, il n'y avait pas eu des négociations là-dessus et tout. Mais d'où est-ce que ça vient que le président français vient dire que c'est après des concertations? Et il était important pour les nouvelles autorités sénégalaises, ne serait-ce que pour leur honneur, que de dire la vérité sur ce fait-là. Et voilà comment est-ce que je parle de catastrophe en termes de sortie pour Emmanuel Macron, qui se fait dédier sur des vérités dont on a entendu un autre son de cloche pour ceux qui sont de son propre camp, et maintenant dont on entend la vérité venue de l'alter ego, dont il a dit qu'ils étaient convenus d'une démarche ensemble. Pour le cas du Sénégal, plus on vous écoute, plus on comprend. C'était une promesse, c'était une annonce de campagne qui a été assumée par le PASTEF, par Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais qu'en est-il du cas du Tchad, où Mahamat Idriss Déby a lui-même été obligé de faire une sortie par rapport à cette sortie du président français? Il y a le porte-parole du gouvernement, si ma mémoire est bonne, qui a fait la première sortie de démenti, et on a entendu aussi le président revenir sur son sentiment même par rapport à la sortie. Le manque de respect. Je pense que ça c'est très important. Le manque de respect au peuple africain. Parce que c'est comme on avait l'habitude de présenter nos chefs d'État comme des fantoches. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les couloirs que les choses seulement, les ronronnements s'entendent. C'est devant des caméras qu'ils le disent s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est des changements profonds que je pense Emmanuel Macron ne voit pas venir, n'accepte toujours pas. Et cela, il faut qu'ils le comprennent. Ce n'est pas parce que seulement les dirigeants sont courageux, mais c'est parce que derrière, il y a un peuple qui n'accepte pas et qui n'accepte plus certaines choses, qui a eu une mutation forte. Ce ne sont plus les générations de complexes. Non, c'est des gens qui sont d'un monde globalisé où Paris n'est plus, je ne sais pas moi, à des années-lumière où ça devient, je ne sais pas moi, là où tout le monde veut être. Ce n'est plus ça. C'est ce qui est connu de tous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont allés, qui ont fait des études, qui sont revenus. Il y a un brassage des populations. Il y a des vérités qui commencent à sortir, qui ne sont pas acceptables de l'ordre du partage de richesses, quelquefois aussi de ponction de richesses. Donc, c'est des éléments comme ça qui sont aujourd'hui en débat dans nos sociétés, qui sont en débat sur la table et dont les populations ont conscience. Et c'est une pression qu'il y a aujourd'hui sur ces chefs d'État. Donc vouloir les présenter comme des fantoches, des gens qui n'ont pas vraiment la poigne et qui viennent par délicatesse de la France, viennent annoncer un certain nombre d'éléments qu'ils auront obtenu de commun accord, c'est vraiment un peu gros à passer et ce sera difficile aujourd'hui que certains chefs d'État se taisent là-dessus. Et donc c'est dans ce contexte-là. C'est une France qui ne tient pas compte des mutations, pour moi, qu'il y a aujourd'hui et qui donne l'impression, pour ce qui est en tout cas de la politique extérieure de Macron, qui ne tient pas compte des réalités nouvelles et qui continue donc dans ses erreurs. Mais des erreurs qui sont bénéfiques, peut-être qui vont permettre à ceux qui pensent encore qu'on peut doucement partir, qui vont comprendre qu'en fait, de partir doucement, ça ne sera jamais le cas. Et est-ce que ça ne donne pas un peu raison à la rupture presque brutale décidée par les pays de l'AES? On se dit, mais apparemment, ils ont eu raison de faire comme ça, puisque ceux-mêmes qui, au regard de leur souveraineté, font des annonces, se retrouvent torpillés ainsi. Je pense que ça donne matière à réflexion. Est-ce que également on ne se retrouve pas dans une situation où finalement cet épisode donne raison à ceux et celles qui ont toujours dénoncé une certaine attitude des présidents français vis-à-vis de certains de nos chefs d'État ici en Afrique? Mais oui, quand aujourd'hui, à cette ère et à cette époque, on est capable, en tant que chef d'État, de parler ainsi, je me demande ce qu'ils se disent, ce qui se disait à une autre époque dans le couloir à nos chefs d'État. Je me rappelle comme ça d'une vidéo, et ça n'a jamais été démenti, de De Villepin parlant en son temps à l'ancien président Gbagbo Laurent. Et ce n'était pas possible. Mais imaginez, et ça encore c'est des éléments captés captés en image, mais imaginez comment est-ce que ça se passait à une autre époque. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est des éléments dont on s'affranchit, et puis je pense aussi que, comme je le disais tout à l'heure, ça tient lieu de mutations profondes qu'il y a au sein de nos peuples, et ça c'est des éléments dont il faut maintenant tenir compte, et ce ne sont plus des leçons qui peuvent passer. Et quand on prend, pour revenir aussi sur le cas sénégalais, par exemple la question de l'ingratitude, le Sénégal le vit doublement amèrement. Pourquoi?
Parce que sur la question, par exemple, de ce qu'on appelait tirailleurs sénégalais, même s'il n'y avait pas que des Sénégalais dedans, il faut contrer toute la OEF, l'Afrique occidentale française, avec tous les pays que nous avons là, dans lesquels les mains valides et les soldats potentiels étaient allés chercher. Mais quand vous prenez à 15 km de Dakar, le tirailleur, ce qui s'y est passé, parce que, revenu de la guerre, la deuxième, ils demandent leur, comment on appelle cela, leur solde et tout. Ils se font canarder. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait attendre quoi, pratiquement 70 ans après, pour que la France daigne accepter de parler du massacre. Et jusqu'à présent, quel effort est fait pour qu'il y ait une claire lumière sur ce qui s'y est passé? Pas vraiment grand-chose. Même où ils sont enterrés, c'est vrai qu'on a un élément symbolique où on a des tombes peintes en blanc, mais ce n'est pas là-bas les vraies sépultures. Jusqu'à présent, c'est difficile d'avoir le clair mot, la claire vérité là-dessus. Alors qu'on dit que ce n'est pas la France qui a donné les ordres, ce sont ceux qui avaient donc le commandement. Mais pourquoi est-ce que vous les protégez, même plusieurs années après? Et même les petits-fils, jusqu'à aujourd'hui, c'est un élément de blessure et de maîtrise profonde que le Sénégal garde. Mais dit à ceux-là aujourd'hui, à qui vous avez dit merci de cette façon pour vous avoir libéré à un moment donné et avoir permis à ce que la France ne parle pas l'allemand, de dire que c'est ceux-là qui sont ingrats et que nous, c'est un peu gros. Et je pense que c'est pour cela aussi que on a cette réaction-là à la hauteur des propos qui ont été tenus. Donc tout cela mis ensemble, c'est ce que j'ai dit, la meilleure façon de résumer, c'est comme on le dit en Afrique, quand vous compotez un crabe, on vous croque avec beaucoup de bruit. De façon géopolitique, difficile de parler de cette sortie, de ces réactions des présidents au niveau du Sénégal ou du Tchad, sans mettre un accent également sur l'annonce qui avait été faite par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, que beaucoup se disaient proches de la France. Aujourd'hui, ce revers, comment est-ce que vous l'analysez? Il y a un élément, j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas besoin de répondre sur la question du retrait coordonné, discuté et tout, ou bien d'un retrait sous l'aval de la France, des retrait des militaires français. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé au Mali, on a vu comment ça s'est passé au Burkina, on a vu comment ça s'est passé pour ce qui est du Niger. Les dernières annonces, c'est le Tchad, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire de mémoire. Il y a deux qui ont répondu. C'est le Sénégal qui a donné les éléments. Ça n'a pas été fait sous concertation et qui a répondu vertement aux accusations. Et on a entendu aussi les réponses du Tchad. Maintenant, comment on interprète le silence de la Côte d'Ivoire? Ça, parce que ce qu'il vient de jeter dans la mare, c'est que on ne donne, comment dire cela, on ne bouge que lorsqu'on a décidé de bouger et qu'on a eu la hauteur de leur laisser le choix de l'annoncer à leur peuple. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est un cas qu'il a voulu généraliser, auquel cas les autres ont bien mis le point sur le i? Celui qui n'a pas mis le point sur le i, bon, chacun se fera son idée et chacun se fera sa propre lecture. Ou bien peut-être qu'il y aura réaction après, ou bien ça a vraiment été l'objet de concertation dans le schéma qui a été présenté par, par le président Macron. Mais même dans ce cas de figure, il y a une réalité. Je dis, même prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire avant que nous soyons dans cette rupture avec la France. La Côte d'Ivoire l'a connue aussi sous Gbagbo. On a vu des jeunes Ivoiriens qui avaient en face des soldats français. On sait comment ça s'est passé. Et à un moment donné, Blé Goudé ne dira pas le contraire, avec le fameux matelas d'Ivan Bima. C'est des éléments qui ont existé dans cette Côte d'Ivoire-là et qui continuent aussi, je dirais même pas de sommet, d'être un débat. La présence de bottes étrangères, aucun pays ne l'accepte. Donc c'est un fort débat que je pense le président Alassane aura face à son peuple, et ça c'est une vérité. Ça va se poser et s'imposer à lui. Maintenant, la démarche, si ça n'est que cosmétique aujourd'hui, mais la réalité et la profondeur du sujet va rattraper, parce que, je le dis encore, le peuple a eu tellement de mutations que c'est une pression qui vient aujourd'hui sur les autorités à s'affirmer et à affirmer la question de la souveraineté. Toute dernière question, quoi que l'on dise, aujourd'hui en janvier 2025, la France se retrouve avec de 9 pays au départ où on abritait des bases
militaire française, on se retrouve avec deux pays dans un futur proche qui seront le Gabon et Djibouti. Est-ce qu'on n'a pas aussi une France qui n'assume pas ces départs qualifiés par d'aucuns de débâcle également? C'est là où, par exemple, écoutez le premier propos de Macron sur cette partie-là, le président français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord qu'il n'y a pas de recul de la France. Quand vous regardez, vous dites, mais il y a deux choses. Soit il croit en ce qu'il dit lui-même, donc ça veut dire que la France est balbarrée pour ce qui est de sa politique extérieure en Afrique parce qu'il n'a pas pris conscience de la réalité des changements, ou bien c'est quelqu'un qui fait ne pas savoir parce qu'il est conscient de ce qui est en train d'arriver. Auquel cas, on comprend toute la frustration dans les propos et dans la mimique. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de ses relations avec les pays africains, même du recul dont il parle, le recul, c'est une réalité. J'ai dit son monsieur Afrique sur les questions armées, lorsqu'il a été questionné sur le départ des soldats, il n'a pas assumé, il a dit que ce n'est pas un recul, ce n'est pas une débâcle sur le plan stratégique et militaire, mais politique, il peut concéder. Mais quand il dit politique, qui peut concéder. Qui est à charge ce volet? C'est bien Macron qui est en train de perdre à l'extérieur et à qui près de 60% des Français demandent qu'il dégage. C'est ça la réalité aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous les Africains, s'il continue comme ça, les présidents français sont élus pour les Français. Je pense que les Français sont assez grands pour regarder et voir ce qui est bon pour eux. Nous, c'est ce qu'on leur demande, de comprendre que nous, on sait ce qui est bon pour nous. Je pense que c'est le débat qui est en train d'être mené ici aujourd'hui. Et donc, ces propos et ces sorties, c'est inacceptable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, ça fait débat sur le continent. Sinon, ce qu'ils choisissent pour la France, ça c'est pour eux et ça les regarde. Maintenant, pour ce qui est des continents, pour ce qui est des pays du continent, c'est quel rapport gagnant-gagnant on continue d'avoir ensemble. Il n'y a pas d'État ennemi, il y a des États amis, mais tout est une question d'intérêt du moment. Donc ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Accepter qu'on puisse se permettre cette diversification, je pense que c'était ça le problème de fond. Aujourd'hui, c'est assumé. Je pense que la plupart de nos États peuvent continuer ainsi. Les précarés sont cassés. Je pense qu'ils sont bien contents, puisque c'est eux-mêmes, si ce n'est pas Ouagadougou, ils ont dit la fin de la France-Afrique. Mais comment ça peut finir si ce n'est pas que nous-mêmes nous assumions? Ils devraient être contents pour ce qui est en train de se passer. C'est la fin de cette France-Afrique. Merci à vous, Geoffroy Bara, pour les clés de lecture, les angles de regard et d'analyse apportés sur cette sortie du président français. Grandement merci à vous. Merci à vous. Également merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Trui TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.